Donc j'appelle maintenant Romain Nicot de Lille, modèle imprimé en 3D pour améliorer la compréhension morphologique et biomécanique des fractures crânio-faciales, essai randomisé contrôlé portant sur 487 étudiants en médecine. De la faculté de Lille. C'est attaché avec le PPX ou pas? Je sais pas du tout. Je ne l'ai jamais séparé. Mais c'est tout aussi. C'est un autre projet. C'était là-dedans. Ah oui, c'était sûr. Je vais les prendre comme ça. Voilà. Ok, allez-y. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très heureux de présenter cette année un projet en pédagogie. Donc, je suis le docteur Nicot, je suis chirurgien maxillofacial au CHU de Lille et je suis maître de conférences universitaire. Je n'ai pas de conflit d'intérêts et je remercie tous les membres de mon équipe pédagogique qui ont travaillé sur ce projet. Alors, on va resituer directement le contexte. Pourquoi nous sommes-nous intéressés à l'impression 3D en pédagogie maxillofaciale ? Alors tout d'abord, l'anatomie crânio-faciale, c'est une anatomie assez complexe à enseigner à des étudiants. Et on se rend compte assez vite que c'est assez difficile d'obtenir une compréhension exacte à long terme de ce type d'anatomie. Elle nécessite des capacités de représentation spatiale importantes. Et par ailleurs, en traumatologie, maxillofaciale, mais probablement également des membres, il existe des déplacements fracturaires et donc des conséquences mécaniques qui peuvent être difficiles à appréhender d'un point de vue mental pour les étudiants. Alors l'impression 3D, c'est ça, c'est un outil qui permet par addition de couches de créer des objets qui sont personnalisés, qui sont fiables, qui sont reproductibles, qui sont peu coûteux et qui sont transportables. Donc là je vous ai mis une photo de l'imprimante qui m'a permis de faire le projet, qui est une imprimante low cost, hein, donc on va y revenir tout à l'heure. Alors, on va d'abord parler un petit peu de la création des modèles, comment on fait. Donc, tout d'abord, avant d'arriver à l'enseignement, il y a toute une étape de pré-processing qui est nécessaire pour arriver à la confection d'un modèle qui va permettre de faire cet enseignement. Donc, d'abord, la création du modèle informatique. Ensuite, on peut customiser ce fichier informatique. On va ensuite l'imprimer avant d'arriver à l'étape d'enseignement. Alors, pour créer le modèle, on peut avoir accès à des fichiers compatibles, des fichiers DICOM souvent, et qui sont souvent issus d'un scanner de la tête et du cou. Une fois qu'on a ce fichier, il va y avoir une étape de segmentation. Hein, donc, dans notre étude, on a utilisé une segmentation qui est manuelle pour des raisons de financement, parce qu'on n'avait pas de financement pour réaliser cette étude. Mais il existe des outils informatiques payants qui permettent de faire des segmentations automatisées de très bonne qualité avec un gain de temps énorme. Une fois qu'on a défini, une fois qu'on a conceptualisé le fichier STL qui va permettre de communiquer avec l'imprimante, on peut modifier ce fichier afin de customiser soit une fracture qui est déjà existante, soit ajouter de nouvelles fractures comme on va pouvoir le voir juste après. Et ensuite, on peut aboutir à un modèle imprimé en 3D. Pour customiser donc ce fichier, donc là, on part d'une mandibule qui est normale, en haut à gauche, et on va créer une nouvelle fracture, telle qu'on a décidé de la faire selon la classification des fractures de mandibule, et on va la stabiliser avec un petit plot qu'on rajoute, afin de permettre de maintenir les foyers de fracture dans un déplacement qui est choisi. Ensuite, on change de logiciel, on va passer au logiciel qui permet de communiquer avec l'imprimante, et puis on va définir tous les paramètres qui permettent d'avoir le modèle choisi, donc en finesse, en durée, sachant que plus l'impression est fine, plus le temps d'impression est long. Et ensuite, on arrive à imprimer donc, les modèles choisis. Donc, vous verrez dans l'étude un crâne avec deux mandibules, une mandibule non fracturée et une mandibule fracturée.
Alors je vais faire une petite digression parce qu'on arrive au temps d'enseignement, donc où il y a cette vidéo qui est un ED où j'utilise des modèles pour m'absenter de mon pupitre et vous faire passer des modèles qu'on utilise dans cette vidéo qui sont reproduits ici à 80%. Donc là, vous voyez que dans cette ED, chaque étudiant a son propre modèle, hein, et donc il peut, pendant l'ED, suivre le cours et avoir la compréhension à son niveau, puisque c'est jamais évident en fait de mobiliser un fichier en 3D à l'écran et d'avoir une compréhension directe de l'étudiant. Alors maintenant, comment on a testé cet outil pédagogique? On s'est posé la question de savoir si ça améliorait la compréhension des étudiants. Et donc on a imaginé un essai randomisé où on a inclus tous les étudiants en médecine de Med5 de la faculté de médecine de Lille qui sont répartis sous 13 groupes de D, donc il y a 487 étudiants, qu'on a randomisé dans chacun de leurs groupes en deux groupes, un bras qui est le bras 3D, impression 3D, et un bras qui est en 2D, c'est-à-dire une représentation photographique d'une image 3D, une reconstruction 3D, donc ils avaient les mêmes informations, mais une était plane et l'autre était en 3D. Et ensuite on a fait une évaluation, et cette évaluation, elle s'est faite, comme on va le voir juste après, sous la forme de QCM qui était réalisé sur un PowerPoint qui défilait de façon automatisée, avec une correction informatisée. Alors on a été obligé d'inclure une forme de rattrapage, puisque vous imaginez bien que si on découvrait qu'il y avait un bras qui était significatif et donc qui apportait une compréhension meilleure, les étudiants auraient pu se retourner contre la faculté s'ils n'avaient pas été dans le bras concerné. Donc tous les étudiants ont ensuite inversé, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas eu le modèle 3D ont eu le modèle 3D et inversement. Donc 487 étudiants, 55 exclus parce qu'en fait ils sont arrivés trop tard lors de l'ED, un petit peu en retard, et l'ED avait déjà commencé avec ce questionnaire qui est minuté, et donc on ne pouvait pas revenir en arrière. Et donc au total, 432 étudiants qui ont été randomisés, et un seul exclu des analyses puisqu'il n'a pas rempli correctement la fiche informatisée, et donc l'ordinateur n'a pas pu lire la fiche de réponse. On a inclus des facteurs de confusion, le sexe, la notion d'utilisation des jeux vidéo, qui est très connue en chirurgie, la représentation spatiale par un test de rotation mentale, c'est le test que je vous ai mis en haut à droite, c'est-à-dire la capacité à manipuler un objet dans l'espace, et donc là on leur demandait de savoir s'ils étaient capables de reformer un carré, savoir un cube, quel était le ou les figures qui pouvaient représenter un cube. Et ensuite la notion de contact antérieur avec l'impression 3D et la note moyenne aux examens. Donc comme je vous l'ai dit, c'était des QRM sous la forme d'un dossier progressif avec deux fractures, comme vous verrez sur les modèles, une fracture de l'os zygomatique avec une mandibule qui est normale, et ensuite on changeait de mandibule avec la mandibule fracturée dans la deuxième partie du dossier, et on avait évalué plusieurs questions, avec des questions biomécaniques, des questions anatomiques et une question diagnostique par rapport aux classifications des fractures. Alors il n'y avait pas dans les deux groupes pas de différence significative par rapport aux facteurs de confusion, à ceci près qu'il y avait dans un des groupes plus de gens qui avaient été en contact avec l'impression 3D. En fait, on a relativisé ce facteur puisqu'il n'y avait qu'un seul étudiant parmi toute la cohorte qui avait réellement une imprimante 3D, les autres avaient juste entendu parler de l'impression 3D auparavant. Et donc on a montré une différence significative entre les deux groupes au profit de l'impression 3D, c'est-à-dire que les modèles 3D améliorent la compréhension des étudiants en termes à la fois mécaniques, à la fois diagnostiques et à la fois anatomiques sur les trois sous-groupes.
Alors au total, c'est une étude, un essai qu'on a fait complètement homemade, non financé, qui nous a permis d'imprimer plus de 70 modèles sur 2 imprimantes low cost qui valent finalement pas grand-chose, qui peuvent être investies dans n'importe quel service, puisqu'elles ont été payées sur des fonds propres. 400 heures d'impression, 487 étudiants inclus. Et donc ça présente les avantages suivants en guise de discussion, c'est que ça permet la visualisation 3D, la manipulation de structures complexes et surtout d'incorporer la composante mécanique. Et donc en l'occurrence en maxillo, le trouble de l'articulé dentaire, donc on voyait bien qu'il y avait un contact prématuré d'un côté et une béance de l'autre. Il y a une possibilité infinie de création fracturaire. On peut imaginer faire un Lefort, faire une fracture du crâne, etc. C'est de faible coût. Il faut imaginer que ce type de modèle à imprimer, c'est moins de 10 €, donc c'est pas très très cher. C'est facilement transportable, donc au lit du patient ou dans d'autres centres. Là, en l'occurrence, la photo, c'est une mission humanitaire que j'ai faite au Cambodge où j'ai amené les modèles et on a pu transposer une fracture qui ressemblait au niveau clinique en arrière, sur l'arrière-plan, au modèle et donc faire de l'enseignement. Et ensuite, c'est transposable à d'autres disciplines et ça augmente significativement le rehaussement d'attention lors des ED. Alors en revanche, on n'a pas pu évaluer la rétention à long terme, c'est-à-dire est-ce que les étudiants, ils comprennent mieux, certes, mais est-ce que ça reste mieux? Ça, on n'a pas pu le faire pour un problème de design de l'étude et c'est l'objet d'un second essai randomisé qui est en train d'être monté. Alors je finirai là-dessus, c'est cette citation de Rivarol: l'imprimerie est à l'écriture ce que l'écriture avait été au hiéroglyphe. Elle a fait faire un second pas à la pensée. Alors peut-être qu'en maxillo, l'impression 3D est à l'imprimerie ce que l'imprimerie est à l'écriture, et je terminerai là-dessus. Bien, merci beaucoup. Donc c'est vraiment passionnant, votre modèle. Ça prend beaucoup de place, non? Quand vous avez des ED, 70... on a des caisses. Un grand sac, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui. Quel est votre taux de... Attendez, le micro. Quel est votre taux de... Oui, c'est bon, ça fonctionne. Quel est votre taux d'échec de procédure pour les impressions 3D? Parce que alors il faut effectivement il y a un peu de déchets. Pourquoi? Parce que tout ce qui est imprimé, c'est-à-dire que l'imprimante imprime en plus de l'objet qui a été décidé un support qui est matérialisé puisqu'elle ne peut pas imprimer dans le vide. Donc elle est obligée d'imprimer tout un tas de couches et de combler les couches avec du plastique qu'on va retirer en fin d'impression. Alors après c'est du bon sens, c'est-à-dire qu'il faut imprimer les objets comme vous l'avez vu par exemple, j'ai inversé le crâne, c'est-à-dire que ça devient pyramidal et donc il y a beaucoup moins de déchets. C'est-à-dire que la partie la plus importante à imprimer, elle est imprimée sur le plateau et donc les dents sont imprimées en dernier et donc il y a beaucoup moins de déchets. Il y en a un petit peu, mais il n'y en a pas tant, sincèrement pas tant que ça. Et après c'est réutilisable, donc ces modèles, on en fait plusieurs séries, on a fait des craniosténoses, on a fait des Lefort, etc. Et on les garde pour faire l'enseignement, donc ils sont réutilisés tous les ans. C'est-à-dire que là, aujourd'hui il y a un ED actuellement où ils sont en train d'utiliser des modèles de ce type-là et qui ont servi l'année dernière en fait. Donc il y a quand même une démarche qui est pas dans l'opulence d'impression et voilà, il y a du renouvellement, mais il y a surtout de la réutilisation. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est pour avoir le modèle tel que vous le souhaitez pour le D, ça vous a pris combien de modèles ratés? 0. C'est vrai? Oui. Alors là, on a publié l'impression 3D en elle-même, surtout celle que vous utilisez. Il y a forcément un moment. Non, il y a très peu. Après, il faut recalibrer la machine quasiment systématiquement, puisque dès lors qu'on relance une impression, le plateau a pu bouger un petit peu, et donc la phase critique, c'est les
première couche où le plastique peut se décoller du plateau martyr et donc générer effectivement, si on reste pas à côté, un gâchis de 70 grammes de plastique qui va être imprimé dans le vide, mais il y a très, je dirais pas zéro, mais il y a très très peu de déchets. Oui, il y a forcément un petit taux qu'il arrive. Il y a quelques modèles qui se décollent et dès les premières minutes on les arrête, on les relance. Pour un nombre d'heures d'impression du crâne plus la mâchoire, vous m'avez dit? Alors là on peut varier, mais les modèles qui ont été utilisés dans le dé, il faut 10 heures par set. 10 heures d'impression, donc on les lançait le soir et puis on les récupérait le matin. D'accord. Mais on peut varier, c'est-à-dire on peut faire comme les modèles que vous avez ici, on peut réduire la taille, là ils sont à 70% ou 80%, et puis on peut réduire également l'épaisseur des couches. Et donc ça va devenir un peu plus grossier, mais ça va prendre moins de temps à imprimer. Après c'est un choix, là on avait le temps, donc on est parti sur des coupes fines, mais on peut effectivement varier tous ces paramètres. Ouais. Le type de résine, c'est pas de la résine. Alors là c'est un plastique, mais on peut le faire en résine et effectivement. C'est par stéréolithographie. Alors et maintenant il y a des imprimantes résine qui sont commercialisées, qui sont même biocompatibles. Nous on a utilisé une imprimante plastique qui imprime soit du PLA soit de l'ABS, mais effectivement il y a d'autres matériaux qui peuvent être utilisés. Chaque imprimante a son matériau spécifique. De la résine, c'est une dose très lente Oui, et qui nécessite des bains. Ouais. Et qui nécessite des bains et qui aujourd'hui, je trouve, n'est pas admissible, enfin en milieu universitaire en tant que tel, parce que ça pollue énormément là-dessus. Là sur le PLA, vous pouvez le retraiter quoi qu'il arrive sur les filaments et en plus on peut faire on peut faire du fémur, on peut faire des grandes dimensions et ça c'est fantastique pour l'enseignement de l'anatomie. Voilà, l'intermédiaire en effet dans ce cas-là, c'est du moulage. D'autres options, c'est-à-dire que vous imprimez vos moules et après vous les coulez avec d'autres matériaux. Est-ce que ce modèle est intéressant pour les étudiants en DES, pour leur montrer peut-être des fractures qui ne sont pas stabilisées et pour les éduquer à mettre du matériel ou des... Bien sûr. Alors après, il faut, Mathieu en a parlé tout à l'heure, tout est question de matériaux. Donc faire de la simulation avec de l'ostéosynthèse, c'est pas possible sur du PLA, c'est très difficile pour avoir testé sur du PLA ou de l'ABS, mais après il faut choisir le matériau et donc ça devient possible, tout à fait. Et d'ailleurs c'est fait dans les workshops des laboratoires avec des matériaux spécifiques. D'autres questions? Oui. Il y a quelqu'un qui frappe. Les coûts, quand vous passez par une entreprise type Materialize, ils sont vraiment différents, le fait de le faire soi-même? Alors ils sont forcément différents. Alors moi Materialize je les connais bien pour la partie clinique et c'est assez cher. J'ai pas eu l'expérience en termes d'impression de modèles à visée pédagogique, mais là on imagine bien qu'imprimer 70 modèles par une entreprise privée, ça va générer des coûts, tandis que là tout ça a pu être fait sur des financements propres. Ça n'a pas été financé, donc si on l'a fait, c'est que c'était pas si cher que ça. Une imprimante de ce type-là, c'est 1200-1300 €, et après il y a la bobine, c'est 30 €. On fait plusieurs modèles avec, donc c'est. D'autres questions? Merci beaucoup. Et j'appelle maintenant le docteur Ferrari. Ah pardon, excusez-moi. C'est bon, vas-y. C'est bon, allez-y. Est-ce qu'on peut se servir de ces modèles pour faire du planning chirurgical? Je pense aux craniosténoses. Alors actuellement, non, pas avec ce type de modèle. Pourquoi? Parce que c'est pas un dispositif médical biocompatible. Maintenant, il existe depuis cette année ou l'année dernière des imprimantes biocompatibles qui, sous couvert de la réglementation, notamment du marquage CE, pourraient permettre de faire ce type de modèle. Mais c'est assez difficile, ça nécessite quand même une expertise assez particulière de générer des modèles. Entre segmenter un modèle et générer des nouveaux objets, c'est pas le même combat. Bien, d'autres questions? Bon, merci.